Manto, il vient d'un spectacle au départ, un spectacle qu'on a créé tous les deux, un spectacle qui est né, j'ai envie de dire, dans l'hiver, en plein hiver, lors d'un spectacle de Bartabas. Et Bartabas, il avait créé un spectacle très particulier qui était censé être son dernier, qui finalement n'a pas été son dernier spectacle, mais qui s'appelle Ex Anima et qui était sans aucune présence humaine sur scène. Et c'était tellement impressionnant et bluffant de voir les chevaux qui n'avaient aucune aide, aucun humain pour les guider, pour les aider. Et on se demandait à un moment donné si les chevaux étaient observés ou s'ils observaient le public. Et cette inversion m'avait sauté aux yeux. Et pendant tout le spectacle, en fait, j'ai conçu un autre spectacle équestre. Et je me demandais comment j'allais arriver à pouvoir dessiner ce spectacle équestre qui était dans ma tête. Et je rencontre Paul Kichilov, que je ne connaissais pas. On s'est rencontrés concrètement dans le monde physique non quantique à un mariage, donc c'est tout autour d'un buffet. Et Charles dit raconte à quelqu'un son projet. Et moi j'écoute ça, je me dis c'est un beau projet, ça. J'aimerais bien m'inclure. Je trouve que ça me conviendrait bien. J'adore dessiner les chevaux, j'aime les mathématiques, la quantique, tout ça, ça m'attire. Et je me suis dit, bon, le plus simple, c'est de lui dire franchement, en fait, votre projet m'intéresse. Et c'est là où il me demande qu'est-ce que vous faites. Je lui dis, justement, je dessine des chevaux. En mouvement en plus. Ce qui est vrai. Moi, quand j'ai assisté à ce spectacle de Bartabas, Ex Anima, c'est clair que j'avais en tête tous les grands concepts et notions, outils de la physique quantique, ceux et celles que j'enseigne à mes étudiants à Jussieu, Sorbonne Université, mais aussi que je transmets à travers toutes mes activités de médiation scientifique. Donc la superposition quantique, la structure des atomes, l'intrication, l'indétermination, le vide quantique, l'effet tunnel, les fameuses interférences des fentes de Jung. Et tous ces domaines-là, tous ces aspects-là, en fait, ça m'a sauté aux yeux que les chevaux pouvaient incarner dans notre monde ces propriétés quantiques qui nous paraissent étranges et complètement désarçonnantes dans notre monde à nous. Et en fait, c'est vrai que typiquement, la chose la plus simple, qui est la superposition quantique, le fait d'avoir une coexistence simultanée de possibles et même de contradictoires, en fait, le cheval est idéal pour ça. Parce qu'il est à la fois donc, lourd et aérien, comme je le raconte dans le livre, il est effrayant, il est rassurant, il est symbole de l'aspect sauvage des choses et de la domestication. C'est comme on le sait, un peu comme tu disais, toi tu es passionné par les mythes, par les contes, il accompagne tous les gens à travers la Terre, à travers son symbole de passeur entre les mondes. Et donc le cheval était le médium idéal, en tout cas ça m'a sauté aux yeux qu'il pouvait être le médium idéal pour transmettre de façon assez rigoureuse tous les grands concepts et principes de la physique quantique. Et d'ailleurs, dans le livre, il y a ça. Et d'ailleurs, à la fin, il y a un long glossaire vraiment détaillé pour ne pas laisser croire aux gens qui vont le lire que, en fait, c'est juste une sorte de métaphore jolie. On s'est rencontrés. Toi, tu dessinerais des choses de ton côté. Moi, je raconterais un peu de façon poétique la physique quantique. Non, pas du tout. C'est vraiment quelque chose de particulier. Mais même là, tu vois, en t'entendant t'écouter parler, je me dis oui, c'est sûr que Charles est un scientifique poète. Donc, la poésie est très forte chez toi, mais il faut bien voir que tu es évidemment extrêmement rigoureux sur le plan scientifique. Tu maîtrises parfaitement ton domaine, ce qui fait que dans ce livre, on comprend très bien ce dont il est question. Oui, c'est poétique, oui, il y a le cheval, mais en même temps, on comprend beaucoup. Le but est de comprendre aussi tout de même ce monde particulier. Paul, c'est vraiment un artiste qui arrive à saisir le mouvement, à dessiner le mouvement. Et alors, il est trop modeste, mais il ne se rend pas compte comme c'est une faculté incroyable, en quelques coups de crayon ou de pinceau, d'arriver à saisir le mouvement. Alors, le mouvement de chevaux, c'est un spécialiste extrême de dessin de chevaux en mouvement, mais même d'autres animaux. Là, on travaillait sur, par exemple, le chat de Schrödinger, trouver des exemples d'autres animaux. Et tout de suite, moi, ce qui me frappe, c'est, comme tu disais, c'est pas forcément l'anatomie parfaite, c'est le mouvement. Et ça, on a l'impression qu'on est dedans, qu'il y a ce temps qui passe. Le cheval, oui, je le porte en moi. Et toi, ce que tu portes en toi, c'est l'univers scientifique, la physique quantique. Je rencontre quelqu'un qui me parle de ça comme s'il parlait du dernier film qu'il a vu. Et tout naturellement. Enfin, y a pas de, on sent que c'est totalement habité, maîtrisé, porté. Donc là, évidemment, c'est très agréable de travailler dans ces conditions. Et c'est ce que tu transmets. On peut s'appuyer totalement. On est tout à fait complémentaires en ce sens. J'ai l'impression qu'on a réussi
à chacun faire un pas vers l'autre. Et toi, comme tu as une formation scientifique au départ, parce que tu as fait classe prépa à Louis le Grand en maths physique, et donc ton appétence, ton envie toujours d'aller creuser les aspects scientifiques, ton amour des maths, le livre que tu as fait pour dessiner les maths, et moi, mon envie d'aller vers les arts fait que naturellement, on avait chacun fait déjà, même inconsciemment, un pas l'un vers l'autre. Je raconte. Moi, je raconte la C'est physique une sorte quantique de... comme on raconterait à quelqu'un au coin du feu, Exactement. entre amis, comme ça. Je raconte pour emmener, comme on raconte depuis des millénaires, des histoires aux gens. Et là, je veux emmener les gens dans cette histoire. Donc, c'est raconté de façon autre, mais c'est raconté au sens Exactement, noble du terme comme de au coin du conter, feu, tout de à fait, raconter. comme lorsque les villages se réunissaient pour entendre, qu'est-ce qu'on racontait? Ben, on racontait justement l'origine du monde, l'origine de Oui, l'univers. C'est ça qui était les contes, c'est souvent les complètement. contes, les mythes, c'est comment c'est fond, qu'est-ce qui nous entoure, d'où est venu ce qui nous entoure. Ben, c'est exactement le sujet. Simplement, c'est par le prisme scientifique, beaucoup plus fondé, Ouais, et, rigoureux, parce qu'il y a, rigoureux il y et a vraiment, universel, parce que dans voilà. la physique quantique, l'universel, elle est valable en tout temps, en tout lieu, dans toutes les civilisations. Et moi, donc, le dessin, un autre langage universel, dans le livre, ce sont des dessins qui ne bougent pas, puisque voilà, c'est nécessairement une image qu'on ouvre et on s'arrête sur l'image. Ce qui fait que le dessin conçu pour le spectacle, le dessin qui est l'aboutissement du galop du cheval lors du spectacle, ne pourrait pas convenir au livre, puisque ce dessin n'avait de sens que dans la mesure où on le voyait se faire au fur et à mesure. Là, il faut un dessin où l'œil parcourt un dessin fixe, et le lecteur a un peu la même expérience, en ce sens que c'est un dessin fixe qui lui fait vivre une aventure, euh, une aventure dynamique. Mais Cucanto, c'est ça, en fait. C'est une sorte d'art hybride entre deux arts, l'art de dessiner et l'art de raconter. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que Paul, dans le spectacle, mais aussi dans le livre, et ça je le dis à la fin du spectacle, parce que les gens ne s'en rendent pas forcément compte, mais il a tenu à faire à chaque fois, pour chaque représentation, une technique différente pour chaque dessin, chaque peinture qui est faite pendant le spectacle. Et ça, les spectateurs, à la fin, quand on leur dit, ils sont assez... ils repensent. Ils auraient presque envie de revoir le spectacle pour se dire, ah oui, c'est vrai ça. Ah oui, noir sur fond blanc, blanc sur fond noir, des choses qui disparaissent, des choses qui restent, etc. Des encres, des peintures, plein de choses différentes. Et dans le livre, comme tu pouvais pas être comme ça, tu as trouvé d'autres moyens pour faire en sorte que tous les dessins soient différents. Donc c'est pareil, il y en a des énormes, il y en a des plus petits, il y en a qui sont en creux, il y en a qui sont avec des collages, il y en a... en fait, c'est vraiment une ode à toutes tes techniques, en fait. En fait, dans le livre, il y a plusieurs niveaux de lecture. Le livre peut se lire juste avec le texte, où je raconte la physique quantique, ses merveilles, ses mystères, ses enjeux passés, actuels, futurs. Euh, donc ça peut se lire de façon indépendante des dessins. Les dessins peuvent se lire aussi de façon indépendante. Ils racontent une histoire. Ils racontent une histoire avec D'ailleurs, cette fameuse île des morts, puis après, etc. que je raconte un peu à la fin du livre, je fais Exactement. des petits fragments qui racontent l'autre histoire, l'histoire des dessins en eux-mêmes, c'est-à-dire. Et que d'ailleurs j'ai introduit par une sorte de méditation sur comment je perçois le dessin. Et il y a des images pour montrer l'invisible et des textes pour parler de l'invisible. Parce que finalement, dans notre spectacle, On parle de on l'invisible. parle de l'invisible. Personne n'a jamais vu un photon, personne n'a jamais vu un électron, personne n'a jamais vu aucune des particules élémentaires, personne n'a jamais vu. Ouais, alors si, à un moment donné, tu dis Avec la lumière visible, avec mais la voilà, lumière avec des visible, appareils, bien sûr, mais mais c'est les toujours phénomènes indirect. quantiques se passent dans l'invisible, et tout le défi est de donner corps à l'invisible sans le trahir. C'est pas des équivalents dans le monde, dans notre monde réel, dans le monde dans le monde de notre expérience. C'est pas tenter de faire un équivalent un peu gratuit, un peu facile, mais qui va trahir en fait le sujet. Le sujet est très mystérieux, presque insaisissable certainement. Il n'est pas inconnaissable, parce que justement, c'est tout le sujet de la science, c'est de parvenir à cette connaissance, mais il est d'une extrême subtilité. Et bien le transmettre d'une manière lisible, mais respectueuse. Voilà. C'est un peu le défi. Défi, C'est ouais, le ça. défi. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a, qui pourrait être reproché quand on cherche à faire de la vulgarisation ou de la médiation scientifique, quand on veut transmettre la complexité scientifique. Il y a toujours ce problème, comme tu disais, traduire, c'est trahir. Et tout médiateur scientifique fait face
à ce problème de jusqu'où aller dans le langage commun pour arriver à transmettre quelque chose qui, rigoureusement, ne peut être transmissible qu'à travers les mathématiques. Et Ou donc, le langage poétique, du coup. voilà, Voilà. exactement. Du coup, Et ça, les fondateurs de la physique quantique, dont Paoli en premier, mais tous les grands spécialistes de la physique quantique des années 1920-30, à la naissance de cette physique quantique, ont compris très rapidement que les arts pouvaient être une clé pour transmettre cette science de, comme tu disais, de l'invisible, de l'indicible, raconter l'indicible, montrer l'invisible. Et ça, tous les grands artistes, on en parlait déjà, avec que ce soit Duchamp, que ce soit tous les futuristes, les cubistes, etc., tous les grands mouvements, les surréalistes, le monde abstrait, etc., dans l'art, ils ont essayé de trouver des moyens d'arriver à rendre palpable cet invisible et cet indicible. Et là, que ce soit par le spectacle, mais encore plus avec le livre, là, je crois qu'on arrive à trouver, à créer un objet hybride qui permet à tout le monde d'avoir accès à ça. Parce que moi, c'est quelque chose, et toi aussi, mais c'est quelque chose qui nous touche, c'est d'arriver donc à raconter cette physique quantique autrement, mais avec le but de toucher le plus large public possible. Ça, c'est vraiment un truc une chose qui, moi, compte dans ma vie de médiateur scientifique, c'est d'arriver à ne pas simplement m'adresser aux 1% qui sont déjà conquis, qui achètent tous les livres de vulgarisation, etc. C'est bien, mais en fait, on a besoin, même c'est un geste citoyen, d'arriver à toucher tout le monde et de faire venir tout le monde à cette physique quantique, à la science moderne de façon générale. Et ce moyen artistique, ce biais artistique, cette sorte de voyage au pays du rêve, de la poésie, du cheval. c'est exactement ce que je voulais dire. C'est un peu la matière du rêve. Le but, c'est de grimper la montagne. Alors, peut-être pas atteindre le sommet de l'Everest quantique, mais on grimpe la montagne et on s'outille. Et donc, chaque chapitre est là pour venir outiller le lecteur. Petit à petit, on pose les fondations. On a ces respirations poétiques, on a les respirations poétiques par le texte, mais aussi par le dessin. Et d'ailleurs, quand on a construit le livre, on a fait des allers-retours. D'abord, les idées qui se sont transformées en dessins. Les dessins ont inspiré la façon d'écrire. C'est très agréable pour moi d'arriver à te transmettre par les mots, avec tous ces filtres et ces biais qui interviennent, des choses aussi subtiles et complexes, et que toi, tu arrives avec tes filtres à toi, à comprendre où va être le point important et arriver à le transmettre par le dessin. Par exemple, pour les fans de Jung, c'est incroyable. Le dessin sur les fans de Jung, il est absolument, il est absolument dingue et il est riche entre les deux femmes qui ont les yeux fermés, les yeux ouverts pour savoir par rapport à l'influence de l'observateur, les chevaux dans la tête qui vont donner des franges ou qui ne vont pas donner des franges d'interférence, etc. Il y a une richesse qui... Moi, j'adore ça. J'adore les choses à tiroir où plus on regarde et plus on va apprendre des choses et plus on va découvrir. Et donc, je suis très... D'ailleurs, j'attends avec impatience les retours des lecteurs qui auront vu toutes les petites choses cachées et qui vont se dire « Ah, mais oui, j'ai vu ça, vous faisiez référence à ça ». Et ça, et évidemment, dans toute la quatrième de couvre, tout l'ensemble, parce que il est dessiné recto verso partout, en fait, ce livre. Oui, mais tu vois, moi, évidemment, j'ai toujours aimé les dessins complexes. J'aime beaucoup la bande dessinée, c'est vrai. La gravure est toujours très complexe. Et là, pour une fois, grâce à toi, tu donnes un défi, les fans de Jung, et ben, ça se justifie. Là, on peut se permettre d'aller dans la complexité, même de dire « Ah, mais vous exagérez ». Là, ben non, j'exagère pas, je suis désolé, c'est comme ça que ça se présente. Donc, j'accompagne un peu les propos de Charles. Bon, bah c'est un mystère complexe, tant mieux, parce que c'est un beau défi. D'ailleurs, c'est quelque chose, moi, dans le spectacle, et j'imagine que ça va être la même chose pour le livre, ce qui m'a toujours frappé dans nos représentations du spectacle, les Quicanto, c'est que les commentaires qu'on a à la fin, il ne s'est pas passé une seule représentation sans qu'il y ait quelqu'un à la fin qui vienne nous dire que cette personne était tellement touchée d'être passé en côté, presque une frustration, d'être passé à côté pendant toutes ces années de cette science moderne, la physique quantique, et que elle s'imaginait qu'elle était littéraire et pas scientifique, un peu avec cette dichotomie entre être scientifique ou être littéraire, et des gens qui viennent nous voir à la fin pour dire, en fait, je ne savais pas que la science moderne pouvait être aussi merveilleuse, si, comme tu disais, qu'elle pouvait ouvrir le rêve, ouvrir des portes vers l'inconnu, des aspects philosophiques incroyables, et grâce à l'art, grâce à ton talent, les gens ne seraient jamais venus, des gens qui ne seraient jamais venus assister à une conférence scientifique, là, ils viennent, ils sont bien sûr hypnotisés par ce que tu fais sur scène et par les dessins qu'il y a dans le livre, mais que ce soit sur scène ou dans le livre, c'est un moyen finalement détourné pour
les attraper et leur dire venez explorer quelque chose qui va vous changer. Il y a Steven Weinberg, un grand scientifique de la fin du XXe siècle, qui disait le jour où on découvre la physique quantique, on n'est plus jamais le même. Et en fait, c'est exactement ça, et c'est une sorte de piège, de délicieux piège à émerveillement visuel et intellectuel qu'il y a dans ce livre. En tout cas, moi j'espère que ça va ravir petits et grands. Le texte transmet ce mystère du monde, les dessins transmettent aussi du mystère. Et c'est vrai qu'on a la chance de vivre dans une époque où la science, moderne, est devenue si riche, si subtile, si vaste, et donc si accueillante aussi pour l'imaginaire humain. Ben, c'est notre monde qui s'ouvre sur d'autres mondes. D'ailleurs, j'en parle, le fait que cette science moderne a ouvert des portes vers une infinité de mondes, des mondes mathématiques, symboliques, mais qui disent des choses beaucoup plus profondes sur notre monde réel autour de nous et qui permettent d'envisager l'actualité, le présent et l'avenir sous un jour plein d'émerveillement peut-être.